Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec un ouvrage des frères de Goncourt que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de lire Germinie Lacerteux, de poursuivre en tout cas la lecture de cet ouvrage. C'est un des premiers romans naturalistes, pardon, et il dépeint la vie de Germinie Lacerteux, une domestique. Cependant, dans sa nouvelle place, Germinie dépérissait. La maison où on l'avait prise pour bonne à tout faire était ce que les domestiques appellent une baraque. Gaspilleuse et mangeuse, sans ordre et sans argent, comme il arrive aux femmes dans les commerces de hasard et les métiers problématiques de Paris, l'épileuse, presque toujours entre une saisie et une partie, ne s'occupait guère de la façon dont se nourrissait sa petite bonne. Elle partait souvent pour toute la journée sans lui laisser de quoi dîner. La petite se rassasiait tant bien que mal de crudités quelconques, de salades, de choses vinaigrées qui trompent l'appétit des jeunes femmes, de charbon même qu'elle grignotait avec les goûts dépravés et les caprices d'estomac de son âge et de son sexe. Ce régime, au sortir d'une couche, dans un état de santé mal raffermi et demandant des fortifiants, maigrissait, épuisait, minait la jeune fille. Elle arrivait à faire peur. Son teint devenait de ce blanc qui paraît verdir au plein jour. Ses yeux gonflés se cernaient d'une grande ombre bleuâtre. Ses lèvres décolorées prenaient un ton de violette fanée. Elle était essoufflée pour la moindre montée et l'on souffrait auprès d'elle de cette incessante vibration qui s'échappait des artères de sa gorge. Les pieds lents, le corps affaissé, elle allait en se traînant comme trop faible et pliant sous la vie. Les facultés et les sens à demi sommeillants, elle s'évanouissait pour un rien, pour la fatigue de peigner sa maîtresse. Elle s'éteignait là, tout doucement, quand sa sœur lui trouvait une autre place chez un ancien acteur, un comique retiré vivant de l'argent que lui avait rapporté le rire de tout Paris. Le brave homme était vieux et n'avait jamais eu d'enfant. Il prit en pitié la misérable fille, s'occupa d'elle, la soigna, la choya. Il la menait à la campagne, il se promenait avec elle sur les boulevards au soleil et se sentait mieux réchauffé à son bras. Il était heureux de la voir gaie. Souvent, pour l'amuser, il décrochait de sa garde-robe un costume à demi rangé et tâchait de retrouver un bout de rôle dont il ne se rappelait plus. Rien que la vue de cette petite bonne, son bonnet blanc était un rayon de jeunesse qui lui revenait. La vieillesse du jocrisse s'appuyait sur elle avec la camaraderie, les plaisirs et les enfances d'un cœur de grand-père. Mais il mourait au bout de quelques mois. Et Germinie retombait à servir les femmes entretenues, les maîtresses de pensionnat, les boutiquières de passage, quand la mort subite d'une bonne la faisait entrer chez mademoiselle de Varandeuil, logée alors rue Taitbout, dans la maison dont sa sœur était portière. Chapitre 4. Ceux qui voient la fin de la religion catholique dans le temps où nous sommes ne savent pas quelle racine puissante et infinie elle pousse encore dans les profondeurs du peuple. Ils ne savent pas les enlacements secrets et délicats qu'elle a pour la femme du peuple. Ils ne savent pas ce qu'est la confession, ce qu'est le confesseur pour ces pauvres âmes de pauvres femmes. Dans le prêtre qui l'écoute et dont la voix lui arrive doucement, la femme de travail et de peine voit moins le ministre de Dieu, le juge de ses péchés, l'arbitre de son salut, que le confident de ses chagrins et l'ami de ses misères. Si grossière qu'elle soit, il y a toujours en elle un peu du fond de la femme, ce je ne sais quoi de fiévreux, de frissonnant, de sensitif et de blessé. Une inquiétude est comme une aspiration de malade qui appelle les caresses de la parole, ainsi que les bobos d'un enfant demandent le chantonnement d'une nourrice. Il lui faut, aussi bien qu'à la femme du monde, des soulagements d'expansion, de confidence, d'effusion. Car il est de la nature de son sexe de vouloir se répandre et s'appuyer. Il existe en elle des choses qu'elle a besoin de dire et sur lesquelles elle voudrait être interrogée, plainte, consolée.
Elle rêve pour des sentiments cachés et dont elle a la pudeur, un intérêt apitoyé, une sympathie. Que ses maîtres soient les meilleurs, les plus familiers, les plus rapprochés même de la femme qui les sert, ils n'auront pour elle que les bontés qu'on laisse tomber sur un animal domestique. Ils s'inquiéteront de la façon dont elle mange, dont elle se porte. Ils soigneront la bête en elle et ce sera tout. Ils n'imagineront pas qu'elle ait une autre place pour souffrir que son corps et ils ne lui supposeront pas les malaises d'âme, les mélancolies et les douleurs immatérielles dont ils se soulagent par la confidence à leurs égaux. Pour eux, cette femme qui balaie et fait la cuisine n'a pas d'idée capable de la faire triste ou songeuse et ils ne lui parlent jamais de ses pensées. À qui donc les portera-t-elle ? Au prêtre qui les attend, les demande et les accueille, à l'homme d'église qui est un homme du monde, un supérieur, un monsieur bien élevé, savant, parlant bien, toujours doux, accessible, patient, attentif et ne semblant rien mépriser de l'âme la plus humble, de la pénitente la plus mal mise. Seul le prêtre est l'écouteur de la femme en bonnet, seul il s'inquiète de ses souffrances secrètes, de ce qui la trouble, de ce qui l'agite, de ce qui fait passer tout à coup dans une bonne, aussi bien que dans sa maîtresse, une envie de pleurer ou des lourdeurs d'orage. Il est seul à solliciter ses épanchements, à tirer d'elle ce que l'ironie de chaque jour y refoule, à s'occuper de sa santé morale, le seul qui l'élève au-dessus de sa vie de matière, le seul qui la touche avec des mots d'attendrissement, de charité, d'espérance, des mots du ciel tels qu'elle n'en a jamais entendu dans la bouche des hommes de sa famille et des mâles de sa classe. Entrée chez mademoiselle de Varandeuil, Germinie tomba dans une dévotion profonde et n'aima plus que l'Église. Elle s'abandonna peu à peu à cette douceur de la confession, à cette voix de prêtre égale, sereine et basse, qui venait de l'ombre, à ces consultations qui ressemblaient à un attouchement de paroles caressantes et dont elle sortait rafraîchie, légère, délivrée, heureuse, avec le chatouillement et le soulagement d'un pansement dans toutes les parties tendres, douloureuses et comprimées de son être. Elle ne s'ouvrait et ne pouvait s'ouvrir que là. Sa maîtresse avait une certaine rudesse masculine qui repoussait l'expansion. Elle avait des brusqueries d'apostrophes et de phrases qui renfonçaient ce que Germinie eût voulu lui confier. Il était dans sa nature d'être brutal à toutes les jérémiades qui ne venaient point d'un mal ou d'un chagrin. Sa bonté virile n'était point miséricordieuse au malaise de l'imagination, à ses tourments que se crée la pensée, à ses ennuis qui s'élèvent des nerfs de la femme et des troubles de son organisme. Souvent, Germinie la trouvait insensible. La vieille femme avait été seulement bronzée par son temps et par son existence. Elle avait l'écorce du cœur, dure comme le corps. Ne se plaignant jamais, elle n'aimait pas les plaintes autour d'elle, et du droit de toutes les larmes qu'elle n'avait pas versées, elle détestait les pleurs d'enfants chez les grandes personnes. Bientôt, le confessionnal fut comme un lieu de rendez-vous adorable et sacré pour la pensée de Germinie. Il eut tous les jours sa première idée, sa dernière prière. Dans la journée, elle s'y agenouillait comme en songe, et tout en travaillant, il lui revenait dans les yeux avec son bois de chêne à filets d'or, son fronton à tête d'ange ailée, son rideau vert aux plis immobiles, le mystère d'ombre de ses deux côtés. Il lui semblait que maintenant toute sa vie aboutissait là et que toutes ses heures y tendaient. Elle vivait la semaine pour être à ce jour désiré, promis, appelé. Dès le jeudi, des impatiences la prenaient. Elle sentait dans le redoublement d'une angoisse délicieuse comme l'approche matérielle du bienheureux samedi soir. Et le samedi venu, le service bâclé, le petit dîner de mademoiselle servi à la hâte, elle se sauvait et courait à Notre-Dame de Lorette, allant à la pénitence comme on va à l'amour. Les doigts mouillés à l'eau bénie, une génuflexion faite, elle passait entre les rangs des chaises, sur les dalles avec le glissement d'une chatte qui se coule sur un tapis. Inclinée, presque rampante, elle avançait sans bruit dans l'ombre des bas-côtés jusqu'au confessionnal mystérieux et voilé qu'elle reconnaissait, et auprès duquel elle attendait son tour, perdue dans l'émotion d'attendre. Le jeune prêtre qui la confessait se prêtait à ses fréquentes confessions. Et il ne lui ménageait ni le temps, ni l'attention, ni la charité. Il la laissait longuement causer, longuement lui raconter toutes ses petites affaires. Il était indulgent à ses bavardages d'âme en peine et lui permettait d'épancher ses plus petites amertumes.
Il acceptait l'aveu de ses inquiétudes, de ses désirs, de ses troubles. Il ne repoussait et ne dédaignait rien de cette confiance d'une servante qui lui parlait de toutes les choses délicates et secrètes de son être comme on en parlerait à une mère et à un médecin. Ce prêtre était jeune, il était bon. Il avait vécu de la vie du monde. Un grand chagrin l'avait jeté, brisé, dans cette robe où il portait le deuil de son cœur. Il restait de l'homme au fond de lui, et il écoutait avec une pitié triste ce malheureux cœur d'une bonne. Il comprenait que Germinie avait besoin de lui, qu'il la soutenait, qu'il l'affermissait, qu'il la sauvait d'elle-même et la retirait des tentations de sa nature. Il se sentait une mélancolique sympathie pour cette âme toute faite de tendresse, pour cette jeune fille à la fois ardente et molle, pour cette malheureuse inconsciente d'elle-même, promise à la passion par tout son cœur, par tout son corps et accusant dans toute sa personne la vocation du tempérament. Éclairé par l'expérience de son passé, il s'étonnait, il s'effrayait quelquefois des lueurs qui se levaient d'elle, de la flamme qui passait dans ses yeux à l'élancement d'amour d'une prière, de la pente où ses confessions glissaient, de ses retours vers cette scène de violence, cette scène où sa très sincère volonté de résistance paraissait au prêtre avoir été trahie par un étourdissement des sens plus fort qu'elle. Cette fièvre de religion dura plusieurs années pendant lesquelles Germinie vécut concentrée, silencieuse, rayonnante, toute à Dieu. Au moins, elle le croyait. Cependant, peu à peu, son confesseur avait cru s'apercevoir que toutes ses adorations se tournaient vers lui. À des regards, à des rougeurs, à des paroles qu'elle ne lui disait plus, à d'autres qu'elle s'enhardissait à lui dire pour la première fois, il comprit que la dévotion de sa pénitente s'égarait et s'exaltait en se trompant elle-même. Elle l'épiait à la sortie des offices, le suivait dans la sacristie, s'attachait à lui, courait dans l'église après sa soutane. Le confesseur essaya d'avertir Germinie, de détourner de lui cette ferveur amoureuse. Il devint plus réservé et s'arma de froideur. Désolée de ce changement, de cette indifférence, Germinie, aigrie et blessée, lui avoua un jour en confession les sentiments de haine qui lui venaient contre deux jeunes filles, les pénitentes préférées de l'abbé. Le prêtre, alors, l'éloignant sans explication, la renvoya à un autre confesseur. Germinie alla se confesser une ou deux fois à cet autre confesseur, puis elle n'y alla plus. Puis elle ne pensa plus même à y aller. Et de toute sa religion, il ne lui resta plus à la pensée qu'une certaine douceur lointaine et comme l'affadissement d'une odeur d'encens éteint. Elle en était là, quand mademoiselle était tombée malade. Pendant tout le temps de sa maladie, ne voulant pas la quitter, Germinie n'alla pas à la messe. Et le premier dimanche où mademoiselle, tout à fait remise, n'eut plus besoin de ses soins, elle fut tout étonnée de voir sa dévote rester et ne pas se sauver à l'église. « Ah, ça, lui dit-elle, tu ne vas donc plus voir tes curés à présent ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, hein ? » Rien, fit Germinie. Chapitre 5. Voilà, mademoiselle, regardez-moi, dit Germinie. C'était à quelques mois de là. Elle avait demandé à sa maîtresse la permission d'aller ce soir au bal de noces de la sœur de son épicier qu'il avait prise pour demoiselle d'honneur et elle venait se faire voir en grande toilette dans sa robe de mousseline décolletée. Mademoiselle leva la tête du vieux volume imprimé gros où elle lisait, ôta ses lunettes, les mit dans le livre pour marquer la page et fit « Toi, ma bigote, toi au bal. Sais-tu, ma fille, ça me paraît toute farce. Toi et le rigodon, ma foi, il ne te manque plus que d'avoir envie de te marier. Une chienne d'envie. Mais si tu te maries, je te préviens, je ne te garde pas. Oust, je n'ai pas envie de devenir la bonne de tes mioches. Approche un peu. Oh, mince, sac à papier, mademoiselle montre tout. On est bien coquette, je trouve, depuis quelque temps. Bah, non, mademoiselle, et essaya de dire Germinie.
Avec cela que chez vous autres, reprit mademoiselle de Varandeuil en suivant son idée, les hommes sont de jolis cadets, ils te grugeront ce que tu as sans qu'on t'ait été le tape. Mais après le mariage, je suis sûre que ça te trotte par la cervelle, hein, cette histoire-là, de te marier quand tu vois les autres. C'est ça qui te donne cette frimousse-là, je parie. Bon Dieu de bon Dieu. Maintenant, tourne un peu qu'on te voit, hein? Vas-y, tourne. Mademoiselle de Varandeuil mit alors ses deux mains maigres aux deux bras de son fauteuil, croisant ses deux jambes l'une sur l'autre et remuant le bout de son pied pour se mettre à inspecter Germinie et sa toilette. Que diable, dit-elle au bout de quelques instants d'attention muette. Comment c'est toi? Je n'ai donc jamais mis mes yeux pour te regarder? Bon Dieu, mais oui, mais... Elle mâchonna encore quelques vagues exclamations entre ses dents. Où diantre as-tu pris ce museau de chatte amoureuse? Fit-elle à la fin, et elle se mit à la regarder. Germinie était laide. Ses cheveux, d'un châtain foncé et qui paraissaient noirs, frisotaient et se tortillaient en ondes revêches, en petites mèches dures et rebelles échappées et soulevées sur sa tête malgré la pommade et les bandeaux lissés. Son front petit, poli, bombé, s'avançait de l'ombre d'orbite profonde où s'enfonçaient et se cavaient presque maladivement ses yeux, de petits yeux éveillés, scintillants, rapetissés et ravivés par un clignement de petites filles qui mouillaient et allumaient leur rire. Ses yeux, on ne les voyait ni bruns ni bleus. Ils étaient d'un gris indéfinissable et changeant, d'un gris qui n'était pas une couleur, mais une lumière. L'émotion y passait dans le feu de la fièvre, le plaisir dans l'éclair d'une sorte d'ivresse, la passion dans une phosphorescence. Son nez court, relevé, largement troué, avec les narines ouvertes et respirantes, était de ces nez dont le peuple dit qu'il pleut dedans. Sur l'une de ses ailes, à l'angle de l'œil, une grosse veine bleue se gonflait. La carrure de tête de la race lorraine se retrouvait dans ses pommettes larges, fortes, accusées, semées d'une volée de grains de petites vérolles. La plus grande disgrâce de ce visage était la trop large distance entre le nez et la bouche. Cette disproportion donnait un caractère presque simiesque au bas de la tête, où une grande bouche aux dents blanches, aux lèvres pleines, plates et comme écrasées, souriait d'un sourire étrange et vaguement irritant. Sa robe décolletée laissait voir son cou, le haut de sa poitrine, ses épaules, la blancheur de son dos contrastant avec le hâle de son visage. C'était une blancheur de lymphatique, la blancheur à la fois malade et angélique d'une chair qui ne vit pas. Elle avait laissé tomber ses bras le long d'elle, des bras ronds, polis, avec le joli trou d'une fossette au coude. Ses poignets étaient délicats. Ses mains, qui ne sentaient pas le service, avaient des ongles de femme. Et mollement, dans une paresse de grâce, elle laissait jouer et rondir sa taille indolente, une taille à tenir dans une jarretière et que faisait plus fine encore à l'œil le ressaut des hanches et le rebondissement des rondeurs ballonnant la robe. Une taille impossible, ridicule de minceur adorable, comme tout ce qui, chez la femme, a la monstruosité de la petitesse. De cette femme laide s'échappait une âpre et mystérieuse séduction. L'ombre et la lumière se heurtant et se brisant à son visage plein de creux et de saillies, y mettaient ce rayonnement de volupté jeté par un peintre d'amour dans la pochade du portrait de sa maîtresse. Tout en elle, sa bouche, ses yeux, sa laideur même avaient une provocation et une sollicitation. Un charme aphrodisiaque sortait d'elle, qui s'attaquait et s'attachait à l'autre sexe. Elle dégageait le désir et en donnait la commotion. Une tentation sensuelle s'élevait naturellement et involontairement d'elle, de ses gestes, de sa marche,
du moindre de ses remuements, de l'air où son corps avait laissé une de ses ondulations. À côté d'elle, on se sentait près d'une de ces créatures troublantes et inquiétantes, brûlantes du mal d'aimer et l'apportant aux autres, dont la figure revient à l'homme aux heures inassouvies, tourmente ses pensées lourdes de midi, hante ses nuits, viole ses songes. Au milieu de l'examen de mademoiselle de Varandeuil, Germinie se baissa, se pencha sur elle et lui embrassa la main à baisers pressés. Bon, assez de lichade, dit mademoiselle. Tu vous userais la peau, avec ta façon d'embrasser. Allons, pars, amuse-toi. Et tâche de ne pas rentrer trop tard, ne t'éreintes pas. Mademoiselle de Varandeuil resta seule. Elle mit ses coudes sur ses genoux, regarda dans le feu, donna des coups de pincette sur les tisons, puis, comme elle avait l'habitude de faire dans ses grandes préoccupations, du plat de sa main, elle se frappa sur la nuque 2 ou 3 petits coups secs qui mirent tout de travers son serre-tête noir. Voilà, c'était la fin du chapitre 5. C'était donc Germinie Lacerteux de Edmond et Jules de Goncourt. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite bien évidemment à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit si vous vous couchez et une très bonne journée si vous vous réveillez. Salut!